Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e panorama de la semaine. Alors cette semaine, on va parler de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Argentine. On va parler de la situation catastrophique en Palestine et de la position de la France et de la nécessité de continuer impérativement sur le mot d'ordre du cessez-le-feu. On va parler de l'agression du jardinier de 29 ans, Mourad, dans le Val-de-Marne, qui est une agression islamophobe. On va parler de l'autoritarisme et de l'isolement d'Emmanuel Macron. On va parler de notre niche parlementaire, le seul jour dans l'année où nous pouvons choisir l'ordre du jour de l'Assemblée. Et puis, on va parler de l'inaction écologique du gouvernement d'Emmanuel Macron et de ce qui se passe en Europe. Générique! Alors, pour commencer, je voulais évidemment avoir une pensée pour les Argentins et notamment les Argentines, puisque est arrivé dimanche au pouvoir Javier Milei. Javier Milei, c'est un président d'extrême droite qui arrive en Argentine, qui a d'ailleurs une similarité capillaire avec Trump, mais malheureusement les mêmes idées que Trump. Il a notamment fait des meetings dans lesquels il sortait des tronçonneuses devant les gens pour expliquer qu'il allait tronçonner dans l'ensemble des dépenses de l'État. Il veut notamment privatiser la santé, privatiser l'éducation et considère que Margaret Thatcher est une molle qui n'a pas été au bout de ce qu'il faudrait de destruction de l'État. C'est aussi un président argentin qui considère qu'on pourrait, dans quelques années, considérer le fait de vendre des enfants, qui est favorable au fait de vendre et de libéraliser le trafic d'armes, comme ça se fait notamment aux États-Unis, qui veut s'aligner d'ailleurs sur la politique des États-Unis et d'Israël, qui considère que les 30 000 morts et disparus de la dictature argentine est un chiffre qui est un chiffre exagéré, donc c'est un négationniste, et qui explique que c'est Dieu qui lui a demandé de devenir président. Enfin, c'est quelqu'un qui nie le dérèglement climatique et le fait que l'activité humaine est responsable du dérèglement climatique, et surtout quelqu'un qui veut interdire totalement l'avortement. Il faut savoir qu'en Argentine, il y a eu un énorme mouvement populaire pour arracher de haute lutte le droit à l'avortement en 2020. Et donc, l'arrivée de ce président est une catastrophe pour les droits des femmes, ce qui prouve qu'à chaque moment, à chaque fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, il s'en prend aux droits fondamentaux des femmes. Et lorsque nous allons arracher la constitutionnalisation de l'IVG en France, le fait de l'inscrire dans la Constitution, eh bien, ça sera aussi en hommage aux femmes argentines qui continuent de se battre en Argentine pour ce droit si important, ce droit humain. Et donc, on pense très fort à celles et ceux qui vont devoir résister à ce pouvoir fasciste. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle internationale. Ensuite, évidemment, la situation en Palestine continue de s'aggraver au point qu'on manque de mots devant l'enfer qui est devenu Gaza, mais aussi devant la situation de la Cisjordanie où plus de 200 personnes ont été tuées par des colons et la politique de colonisation de Netanyahou continue. À Gaza, nous sommes à plus de 13 000 personnes qui ont été tuées. Je le rappelle, il y a 5 500 enfants palestiniens qui ont été tués par les bombes de Tsahal et les autres sont condamnés à devoir chercher de la nourriture, de l'eau, des médicaments qui sont complètement absents. Alors, il y a eu un accord qui a été trouvé qui a acté l'échange de 50 otages du Hamas contre la libération de 150 prisonniers palestiniens, femmes et enfants de chaque côté, avec une trêve humanitaire de 4 jours qui a été déclarée. Bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle que des otages soient libérés. Mais que de temps perdu. Ça fait 46 jours que Gaza est bombardée. Et si nous n'avons eu de cesse, depuis 46 jours, de dire qu'il faut appeler au cessez-le-feu, c'est parce que le cessez-le-feu est le seul à même d'épargner des dizaines de milliers de vies innocentes, mais aussi de permettre la libération de ces otages. Et je le dis, plus que jamais, nous devons appeler au cessez-le-feu. Parce qu'il n'est pas possible, acceptable, il n'est pas humainement soutenable d'imaginer qu'après 4 jours de trêve humanitaire, si elle est respectée, eh bien, Israël puisse de nouveau bombarder, affamer, assiéger la bande de Gaza avec le projet qui a été maintenant clairement annoncé d'un nettoyage ethnique des Palestiniens pour les faire disparaître, partir de la bande de Gaza et mourir pour des dizaines de milliers d'entre eux. Donc plus que jamais, il faut continuer le mouvement pour la paix. Et
nous avons, avec le mouvement pour la paix, notamment qui a continué la semaine dernière avec 100 000 personnes qui défilaient partout en France, continué de faire pression sur Emmanuel Macron et son gouvernement. Et depuis lors, Emmanuel Macron a prononcé plusieurs fois le mot cessez-le-feu, notamment grâce à la pression populaire et à la situation d'enfer qui perdure à Gaza. Mais il se trouve que sur la question de la paix, il faut être très clair. Il ne peut pas y avoir de politique d'en même temps sur la paix. Il ne peut pas y avoir en même temps Emmanuel Macron qui parle de cessez-le-feu et le même jour, le ministre de la Défense français Lecornu, Sébastien Lecornu, qui se rend en Israël rencontrer le général Galland, qui est ministre de la Défense israélien, donc celui qui est responsable des crimes de guerre sur les Palestiniens, et qui explique au général Galland que la France soutient Israël, continue de soutenir Israël dans la politique de massacre qu'ils sont en train de mener, de un, et explique encore pire que la France partage les valeurs humanistes que porte ce ministre de la Défense et le gouvernement d'extrême droite israélien de Netanyahou. Il ne peut pas y avoir d'en même temps, ce n'est pas possible. Et donc la France doit choisir quelle voie claire elle porte et notamment agir incessamment pour le cessez-le-feu, demander des sanctions sur Israël qui ne respectent pas le droit international et surtout cesser les ventes et les fournitures d'armes que la France fait depuis plusieurs années à Israël. Ce mouvement pour la paix doit continuer. Il devrait y avoir une grosse manifestation de nouveau en France autour du 2 et 3 décembre. Nous ne devons absolument pas relâcher la pression sur cette question. Deuxième point qui me semble important, c'est que l'ambiance en France est en train de changer. Il n'y a qu'à voir, et c'est probablement le symbole le plus fort de ça, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État, qui, après avoir, juste après le 7 octobre, affirmé son soutien inconditionnel à Israël, s'être rendue sur place en tant que présidente de l'Assemblée nationale pour soutenir et faire des images avec une armée qui est en train de commettre des crimes de guerre sur des femmes, des enfants, des civils, au point que d'ores et déjà 13 000 personnes ont été tuées par l'armée israélienne, et expliquer maintenant que non, elle n'a jamais soutenu inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite israélien. Évidemment, c'est un mensonge. Mais c'est quand même un signal du revirement de ce qui est en train de se passer, où la pression populaire étant tellement forte, le peuple français n'ayant aucune envie d'être complice des crimes de guerre qui sont commis par le gouvernement d'extrême droite, eh bien cette pression fait que même la présidente de l'Assemblée nationale se sent obligée de mentir sur les positions qui ont été passées. Dernière chose, et peut-être si certains avaient des doutes sur la neutralité de l'information sur le conflit entre Israël et la Palestine, qui dure maintenant depuis 75 ans, guerre coloniale qui dure depuis 75 ans, parce qu'il ne faut pas, avec le 7 octobre, suspendre la pensée sur ce qui s'est passé depuis 75 ans. C'est l'annonce qui a été faite par le couple Drahi. Alors Drahi, vous savez, c'est celui qui est propriétaire, un des 9 milliardaires qui détient 90% des médias. Donc il détient BFM TV, il détient RMC, il est actionnaire majoritaire de l'Express et il détient I24 News. Eh bien, le couple Drahi a annoncé qu'ils allaient donner 7,7 millions d'euros au gouvernement israélien pour construire un centre de remise en forme des soldats de Tsahal. Donc, si vous aviez un doute sur le fait qu'il y a une information qui est conforme à l'éthique journalistique sur ces chaînes détenues par un milliardaire, avec des milliardaires qui assument qu'ils veulent par là même donner une interprétation du monde par la détention de ces médias, eh bien, je crois que cette annonce qui a été faite montre clairement ce qu'il en est. Et peut-être avez-vous souvenir de ça, mais lorsqu'Emmanuel Macron a dit pour la première fois « cesser le feu », c'est sur la chaîne I24 News que des éditorialistes d'I24 News se sont permis de dire, un, que Emmanuel Macron mettait un couteau dans le dos de la communauté juive, et deux, que Emmanuel Macron frôlait avec l'antisémitisme juste parce qu'enfin, il retrouvait un langage de la paix. Donc, je le redis avec force, il ne faut pas baisser la pression pour continuer de dire « nous ne supportons pas que l'horreur continue » et ce n'est pas une trêve humanitaire de 4 jours qui va régler et solutionner un accord de paix durable dans la région. Je rappelle que Netanyahou a dit qu'il voulait faire au Liban, dans le sud du Liban, la même chose que ce qu'il avait fait à Gaza. Donc, c'est la condition de la paix dans la région que d'obtenir et d'exiger un cessez-le-feu. Et je voulais continuer sur un autre point qui n'a pas fait l'actualité des médias et qui aurait dû faire l'actualité des médias. C'est l'agression qu'a subie Mourad, jardinier de 29 ans, dans le Val-de-Marne.
Mourad, jardinier, se retrouve à intervenir dans le jardin de quelqu'un qu'il avait appelé dans le Val-de-Marne. Il intervient quand un retraité arrive, commence à le traiter et l'insulter à plusieurs reprises de bougnoul, lui dit à plusieurs reprises qu'il doit rentrer chez lui, pour ensuite sortir un cutter et l'égorger avec une blessure de 15 cm de long. Heureusement, Mourad en a réchappé, mais de manière assez miraculeuse parce qu'il a eu un réflexe de recul, mais qui est donc très clairement une tentative de meurtre raciste. Déjà, vous n'avez entendu quasi personne dans les ministres qui a réagi à cela. Alors que si, et c'est Mourad lui-même qui le dit, si c'était Mourad qui avait lui-même agressé quelqu'un, vous en auriez probablement entendu parler partout, sur toutes les chaînes d'information, ce qui montre bien un deux poids, deux mesures qui est absolument indigne de notre pays. Mais cela prouve une deuxième chose. Lorsque vous voyez que l'agresseur a été relaxé pour l'instant en attente d'un procès, donc il a été relâché, ce qui crée une peur très forte, évidemment chez Mourad, mais y compris chez la famille chez laquelle il intervenait, c'est que vous avez des mots, des actes, des propos, des votes qui sont faits par l'extrême droite de ce pays, mais malheureusement aussi par la Macronie et la droite de ce pays, qui ensuite ont des conséquences, et notamment avec des passages à l'acte racistes de personnes dans ce pays qui se croient en totale impunité. Et donc, il y a une responsabilité extrêmement forte de ce pouvoir, de l'extrême droite, qui, à force de répandre une islamophobie, une peur du musulman, de nos concitoyens de confession musulmane un peu partout dans le pays, eh bien, permettent aussi ces passages à l'acte. Et nous, humanistes, qui sommes les gardiens de l'unité de la nation, nous devons à chaque instant à la fois être les remparts à la haine et dire il ne peut pas y avoir de poids, de mesure, et cette tentative de meurtre raciste doit être condamnée fermement et doit donner lieu à la responsabilité de penser ces mots et ces actes. Et je le dis notamment au moment où la loi immigration va bientôt arriver à l'Assemblée, qui donne lieu aux pires paroles racistes sur cette question. J'apporte évidemment tout mon soutien à Mourad et à l'ensemble de sa famille. Ensuite, nous assistons dans le pays à une sorte de fin de règne d'Emmanuel Macron. Il n'y a qu'à voir, et là aussi c'est tout à fait symbolique, la suite des rencontres de Saint-Denis, vous savez, ces rencontres qui durent 12 heures, 13 heures, on dirait une garde à vue avec Emmanuel Macron, où cette fois-ci, on refusait d'y aller. Évidemment, Manuel Bompard pour la France Insoumise, donc la France Insoumise a refusé de participer à cet exercice monarchique digne de la Ve République, où alors que le président de la République bafoue l'Assemblée nationale et la représentation nationale, bafoue le peuple français qui était notamment contre la retraite à 64 ans, eh bien décide que ça va tout se faire autour de lui dans un exercice à huis clos. La démocratie, ce n'est pas à huis clos, c'est vu par tout le monde avec des débats qui doivent être publics et démocratiques. Donc la France Insoumise a refusé d'y participer. Mais le Parti socialiste a aussi refusé d'y participer. Et Ciotti, pour les Républicains, a aussi refusé d'y participer, ce qui montre quand même un isolement du chef de l'État. De même, nous avons eu la semaine dernière le 17e 49.3. Jeudi, nous allons avoir le 18e 49.3. Donc, Emmanuel Macron et son gouvernement continuent de gouverner la France à coup de 49.3. Et les effets de leur politique se font sentir, puisque avec Emmanuel Macron, nous sommes dans le grand bond en arrière de la France. Il n'y a qu'à voir les derniers chiffres de l'INSEE qui montrent que le président des riches est l'ennemi des pauvres, avec depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 au pouvoir, 550 000 personnes supplémentaires qui sont tombées sous le seuil de pauvreté. Et je ne parle même pas de la faim qui disloque le pays, je ne parle même pas de celles et ceux qui ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité, leur loyer et toute autre chose. Donc, à un moment où justement ce pouvoir macroniste est en train de s'effondrer et ne tient qu'à un fil dont on ne sait même pas lequel c'est, il est important à tout moment de rappeler que nous sommes l'alternative politique et qu'à tout moment, il est possible pour le pays de prendre un autre chemin et d'autres choix politiques. Cela m'amène à mon autre point qui est un moment très important pour nous à l'Assemblée nationale. Nous avons le droit une fois par an, lors de ce qu'on appelle une niche parlementaire, de choisir l'ordre du jour des textes qui vont être examinés. Donc c'est un peu comme Cendrillon, vous commencez à 9 h, à minuit pile c'est fini, donc il faut à minuit pile avoir voté les textes, sinon les textes ne seront jamais votés, il faut attendre l'année prochaine pour avoir de nouveau la possibilité de présenter des textes. Alors dans notre niche parlementaire, elle va avoir lieu le 30 novembre. Mais cette semaine, c'est le passage en commission des textes. Vous savez, un texte, quand il passe, donc on le propose, on l'écrit, on le dépose. Ensuite, il passe en commission avec un petit nombre de députés. Et puis ensuite, il arrive dans l'hémicycle.
Donc dans l'hémicycle, ça sera le 30 novembre. Cette semaine, c'est le passage en commission. Alors on a déjà eu une victoire parce qu'on avait prévu de mettre le texte sur la constitutionnalisation de l'IVG dont je vous ai beaucoup parlé. On avait gagné l'année dernière le 24 novembre 2022 sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Et là on l'avait réinscrit parce que Emmanuel Macron ne tenait pas sa promesse de dire que lui allait l'inscrire dans la Constitution. Il se trouve que grâce à la pression que nous avons exercée, finalement Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait déposer un texte, ce qui est fait, qui sera présenté en Conseil des ministres le 13 décembre, et il devrait y avoir une inscription dans la Constitution de l'IVG vers le mois de mars, ce qui ferait de la France le premier État au monde à inscrire ce droit fondamental des femmes dans la Constitution. Ça, c'est notre première victoire. C'est grâce à nous qu'on arrive à inscrire ce droit à l'IVG qui sera un signal politique important pour les femmes du pays, mais aussi pour les femmes du monde. Et je vais vous parler tout à l'heure des femmes argentines notamment. Ensuite, on a, dans cette niche parlementaire, un déni de démocratie énorme. Je vais vous parler de l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. Ils nous ont empêchés, en inventant des règles à chaque fois, de discuter de l'abrogation de la retraite à 64 ans. Normalement, cette semaine, aurait dû être discutée en commission l'abrogation de la retraite à 64 ans avec Yaël Braun-Pivet qui nous a expliqué qu'aucun texte ne serait jugé recevable, donc possible de discuter, sur le même sujet. Donc, jamais, tant qu'il y aura ce pouvoir, nous ne pourrons discuter de l'abrogation de la retraite à 64 ans. Donc, vivement qu'on arrive, nous, au pouvoir, parce que nous, on remettra la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Mais je vous dis ça parce que ça va avec un autre acte d'autoritarisme qui est celui, et je voudrais lui apporter mon soutien, du président du Conseil d'orientation des retraites qui a été limogé par ce pouvoir, comme d'autres membres d'ailleurs du Conseil d'orientation des retraites. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, c'est lui qui a expliqué pendant toute la réforme des retraites, c'est un organisme indépendant, qu'il n'y avait pas de nécessité financière, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron, à voler 2 ans de vie aux Français. Donc, à faire cette réforme des retraites. Et donc, c'est pour ça qu'il a été limogé. Donc, vous voyez bien que pour continuer à mener une politique contre le peuple, ils sont obligés de monter en autoritarisme à chaque fois. Alors, nous avons une victoire, l'IVG, qui ne sera pas dans la niche puisque ça va être discuté dans le cadre du projet de loi déposé par le gouvernement. Nous avons un acte de déni démocratique évident sur la retraite à 64 ans sur lequel on continue le combat. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans notre niche parlementaire qui est discutée cette semaine ? D'abord, il y a des textes qui parlent du quotidien des Français et des Françaises face à un gouvernement qui est de plus en plus déconnecté. Nous allons nous battre cette semaine sur l'indexation des salaires sur l'inflation pour faire en sorte que les Français et les Françaises n'aient pas leur salaire réel qui baisse au fur et à mesure que la vie chère augmente. Nous allons avoir un texte sur le fait d'obliger d'avoir des accueils physiques dans les services publics parce que vous savez qu'avec la dématérialisation, de plus en plus de gens n'arrivent plus à accéder aux services publics. Et donc, c'est une inégalité des citoyens devant ce qui est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas, le service public. Et donc, nous allons obliger d'avoir des guichets avec des personnes physiques auxquelles les personnes peuvent parler pour que tout le monde puisse accéder aux services publics. Nous allons discuter du logement des jeunes, nous allons parler de l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales avec enfants et notamment pour les femmes, les mères isolées, puisque ce sont souvent des mères. Bref, nous allons discuter de choses qui changent le quotidien des Français et des Françaises, montrer qu'à chaque instant, l'intérêt populaire et l'intérêt général se rejoignent. Et puis, nous aurons aussi dans cette niche des textes de loi qui luttent contre les abus. D'abord, les abus des grands groupes qui sont en train de se gaver pendant que la majorité sociale du pays est en train de souffrir de la vie chère. Donc, nous aurons un texte sur l'encadrement des marges des entreprises de l'agroalimentaire, mais aussi des raffineurs avec le prix de l'essence sur lequel beaucoup se gavent en passant avec des profiteurs de crise. Nous aurons un texte sur l'abus de l'agrobusiness. Vous savez, c'est la discussion sur les méga-bassines qui pompent de l'eau dans les nappes phréatiques au détriment de l'ensemble des agriculteurs, puisque c'est juste une poignée d'agriculteurs qui vont profiter de cette eau, et ces méga-bassines assèchent des territoires, donc sont extrêmement graves. Donc nous allons discuter d'un moratoire sur les méga-bassines. Et puis nous allons aussi discuter des abus de la police, puisque depuis le meurtre de Nahel, aucune décision politique n'a été prise pour que ce qui s'est passé avec Nahel ne puisse se reproduire, et d'ailleurs ça s'est reproduit depuis. Donc, nous allons dire qu'il faut abroger la loi Cazeneuve de 2017 qui a
multiplié le nombre de tirs mortels qui ont été faits sur des véhicules en mouvement pour refus d'obtempérer et qui a donc multiplié le nombre de morts. Nous avons eu 16 morts en 1 an et demi en France pour refus d'obtempérer, quand il y a eu un seul mort en Allemagne en 10 ans pour refus d'obtempérer. Donc il faut absolument abroger cette loi. Donc lutter contre les abus, la rupture, c'est ce qui est raisonnable. Et je terminerai par une première victoire que nous avons obtenue cette fois-ci en commission. C'est une demande de commission d'enquête que nous avons faite pour nos concitoyens et concitoyennes des territoires dits ultramarins, qui sont en première ligne du dérèglement climatique et notamment des événements climatiques extrêmes, que ce soit les séismes, les tempêtes et les cyclones, que ce soit les risques volcaniques. Et donc, pour savoir ce que l'État met en place pour aider les ultramarins face à ces risques, qui d'ailleurs aidera ensuite l'Hexagone, parce que c'est une politique d'adaptation qu'il faut faire sur l'ensemble du territoire français. Nous l'avons gagné en commission contre l'avis des macronistes et j'espère bien qu'on le gagnera en séance. Ça sera notre premier texte, donc ça augurera une belle victoire. En tout cas, suivez ce qui va se passer le 30 novembre parce que je l'espère, on arrivera à arracher des victoires à ce gouvernement macroniste. Je termine par un point sur des choses qui se sont passées cette semaine et la semaine dernière qui sont extrêmement graves sur le plus grand défi de l'humanité du XXIe siècle, qui est celui du dérèglement climatique. La semaine dernière, la Commission européenne a décidé de prolonger pour 10 ans l'utilisation du glyphosate qui empoisonne l'ensemble de la population française au profit d'une multinationale qui est Monsanto Bayer et en premier lieu les agriculteurs qui sont les premières victimes de cet empoisonnement. La France s'est abstenue sur la prorogation de 10 ans du glyphosate, ce qui est un scandale démocratique puisqu'Emmanuel Macron avait dit qu'au plus tard en 2021, il l'avait promis en 2017, le glyphosate serait interdit dans notre pays, donc il a menti. C'est un scandale évidemment écologique puisque le glyphosate atteint les ressources en eau, la fertilité des sols et la biodiversité. C'est un scandale sanitaire et social puisque tout le monde est empoisonné au glyphosate et vous avez eu encore récemment une décision de justice qui a obligé Monsanto Bayer à payer des dommages et intérêts à 3 personnes qui avaient développé des cancers avec les produits toxiques qu'ils vendent et qui empoisonnent l'ensemble de la population. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle et c'est la honte pour la France. Et moi, je le dis, lorsque nous serons au pouvoir, nous sortirons du glyphosate. Deuxième nouvelle qui est passée complètement inaperçue alors que ça devrait faire la une de tous les journaux télévisés. Le 17 novembre 2023, nous avons atteint les plus 2 degrés 0,6 supérieurs à la moyenne des températures pré-industrielles. Donc un réchauffement que nous n'avions jamais atteint avant et qui est une extrêmement mauvaise nouvelle. Je rappelle qu'il fallait limiter à 1,5 degré en moyenne l'augmentation de température par rapport aux températures pré-industrielles parce que sinon tout un tas d'États insulaires vont juste disparaître, ce qui commence à se passer déjà à des endroits de manière évidente dans le monde et qui va créer beaucoup de réfugiés climatiques. On parle de 1,4 milliard de réfugiés climatiques d'ici à 2050. Eh bien, au moment où ces nouvelles arrivent, où la planète brûle, que fait le Parlement européen? Il s'apprête à voter jeudi un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, donc de nouveau à organiser le grand déménagement du monde en faisant faire 20 000 km à du lait, des pommes, des kiwis, de la viande, du fromage, bref, une aberration écologique et une atteinte à la souveraineté alimentaire de la France. Les insoumis au Parlement européen voteront contre et continueront de se battre contre ces traités de libre-échange qui sont une aberration et qui sont une politique archaïque du 19e siècle et non pas du 21e siècle. Et enfin, je voulais vous parler d'un vote qui a eu lieu au Parlement européen qui nous inquiète beaucoup, qui a considéré, alors ce n'est pas la fin de la bataille, on va continuer la bataille, mais qui a considéré que l'énergie nucléaire devait être autant favorisée dans leur développement que les énergies renouvelables comme étant des énergies propres. Je rappelle que le nucléaire n'est pas résilient, c'est-à-dire n'est pas capable de s'adapter au dérèglement climatique. Je vous donne un exemple. La France est le pays le plus nucléarisé au monde en termes de nombre de réacteurs nucléaires par rapport au nombre d'habitants. Emmanuel Macron a décidé de relancer un énième programme sur le nucléaire et le fleuve le plus nucléarisé en France, c'est le Rhône. Le GIEC dit que d'ici à quelques années, le Rhône va baisser de débit de 10 à 40%.
Or, nous avons besoin de l'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. Donc, il n'est pas sérieux de dire qu'on va continuer avec une énergie qui a besoin d'être refroidie au moment où on va avoir des enjeux de conflits d'usage de l'eau et de savoir à quoi l'eau doit servir dans ce pays. Première chose. Deuxième chose, le nucléaire est tout sauf une énergie propre, notamment parce qu'elle produit des déchets dont on ne sait que faire. Et je voulais vous reparler du projet démentiel qui existe à Bure dans la Meuse, où ils veulent enfouir les déchets nucléaires sous terre pour qu'on ne les voit plus, les oublier, alors que ces déchets nucléaires vont être radioactifs pour 100 000 ans. Et je voulais vous recommander une bande dessinée, si vous avez le temps de la lire, qui est une bande dessinée qui a été faite par Étienne Davodo. Donc Étienne Davodo, c'est un auteur de bande dessinée qui en a fait beaucoup, et qui a fait une bande dessinée qui s'appelle « Le droit du sol, journal d'un vertige », où il a marché pendant 800 km entre le Lot, la grotte de Pechmerle, dont je vais vous parler juste après, et le lieu où devraient être enfouis ces déchets nucléaires dans la Meuse à Bure. Pendant tout le temps de son trajet, il parle avec des gens du projet à Bure, mais il dit pourquoi c'est un vertige? Pourquoi est-ce que c'est incroyable en termes de choix civilisationnel ce qu'on est en train de faire? C'est que vous avez moins de temps entre la génération humaine qui vit sur Terre actuellement et la génération d'Homo sapiens qui était là il y a 22 000 ans, qui ont dessiné des peintures rupestres, notamment un mammouth dans la grotte du Pechmerle dans le Lot, donc qui est une grotte préhistorique. Moins de temps entre cette génération, notre génération et cette génération d'Homo sapiens que la génération qui sera là quand les déchets nucléaires auront cessé d'être radioactifs. Et ça, c'est vertigineux quand vous pensez à ça, parce que les déchets nucléaires auront cessé d'être radioactifs dans 100 000 ans. Donc, ce que nous a légué la génération d'Homo sapiens il y a 22 000 ans, c'est un joli mammouth dessiné sur une grotte qui nous reste aujourd'hui. Quel est le cadeau empoisonné qu'on va léguer aux générations futures pour des millénaires? C'est des déchets nucléaires radioactifs dont on ne sait même pas s'ils vont pouvoir se contenir sous terre dans le sarcophage qu'ils essayent de construire, mais qui probablement va empoisonner la terre, les eaux, et ce, pour des millénaires. Voilà le cadeau empoisonné que nous fait le nucléaire. Et puis, si vous avez envie de regarder ce que fait Étienne Davodo a fait notamment beaucoup de BD documentaires, notamment une qui s'appelle Rural, qui est sur l'opposition à la construction d'une autoroute avec des agriculteurs qui essayent d'échapper à l'agrobusiness dont je vous parlais tout à l'heure en faisant une agriculture paysanne et écologique. C'est aussi celui qui a écrit avec Benoît Colomba une BD que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Ve République », qui est une BD absolument extraordinaire sur le pire de ce qui s'est fait dans la Ve République, avec notamment le scandale de Robert Boulier, ministre du Travail, qui est mort dans des conditions extrêmement suspectes et dont vous apprendrez beaucoup de choses en lisant cette bande dessinée. Là, sur la semaine qui vient, évidemment, je vous recommande de vous mobiliser le 25 novembre partout en France sur la question des violences faites aux femmes, sur lequel les associations ne cessent de dire qu'il faut mettre les moyens pour lutter contre ces violences qui ne sont en rien une fatalité. Les associations disent qu'il faut 3 milliards d'euros par an pour éradiquer ces violences. Nous ne cessons de les demander à leur côté et on marchera avec elles pour exiger que ces violences cessent. Et puis, notez que vers le 2-3 décembre, partout dans le pays, on continuera de marcher pour la paix et le cessez-le-feu et pour redire que nous voulons garder l'unité du peuple français. Merci à vous, bonne semaine et plein de courage.